La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Et dans Esprit Libre ce matin, deux habitués de l'exercice, grand reporter au Figaro, Anne de Guigné, bonjour. Bonjour Charles, bonne année. Et la rédactrice en chef au Point, Géraldine Wössner, bonjour. Bonjour, bonne année. Et bonne année à toutes les deux, meilleurs vœux. Une année que je vous souhaite plus calme que celle que connaît La Poste, une nouvelle fois victime d'une cyberattaque hier, la deuxième en une semaine. Les services étaient indisponibles jusqu'à leur rétablissement dans la soirée hier soir. Alors pourquoi viser La Poste, Anne de Guigné ? Et La Poste, c'est quand même c'est un symbole français évidemment. Et donc le but là, on a vu, c'était une attaque. L'objectif était que les usagers ne puissent plus avoir accès au site. Le but n'était pas de voler des données, donc ce qui est quand même déjà différent. Et aucune donnée n'a été prise. Par contre, le site a été bloqué, ce qui était déjà le cas il y a quelques jours. Vous vous rappelez, au moment de Noël, il y a eu une très longue attaque, et donc des attaques par des hackers a priori pro-russes. Donc c'est très clairement un objectif d'intimidation, de créer un peu de chaos. Le terme est fort, mais de créer des troubles en France. Et c'est sûr que ça nous montre un peu ce qui pourrait se passer si les attaques se multipliaient. Et vous savez, notamment donc la Poste, c'est évidemment les colis, et il y a la banque postale derrière qui a été aussi attaquée. Et d'ailleurs, la Banque centrale européenne, la BCE, est tout à fait consciente que c'est un sujet qui peut monter en flèche, parce qu'elle a lancé il y a quelques mois. Les résultats ont été communiqués il y a quelques mois, donc l'exercice était plus tôt, mais un exercice de test sur les cyberattaques sur les banques. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'économie est de plus en plus numérisée, les banques notamment. Et ça, par contre, c'est un des sujets qui pourrait être dramatique en cas de crise bancaire. Donc il y a toujours ce grand sujet pour les banques, évidemment, que les épargnants gardent confiance, ne se ruent pas pour récupérer leur épargne. Et si vous avez une cyberattaque sur une banque à un moment donné où il y a une crise bancaire, là vous imaginez l'effet de panique qui va être dédoublé. Et donc évidemment, la BCE est rassurée, a dit que la plupart des banques ont bien ça en tête, sont protégées contre des attaques, d'éventuelles cyberattaques. Mais on voit en effet que les menaces se démultiplient. Et évidemment, donc il y avait deux facteurs, le fait que l'économie soit de plus en plus numérisée, et puis les tensions géopolitiques. Donc le risque est intégré aujourd'hui. Le risque est intégré tout en ne l'étant pas tout à fait. Le problème, c'est que vous avez ces deux types d'attaques. Anne l'a dit. Il y a celles qui sont purement mercantiles, pour voler des données que des malfaiteurs pourront réutiliser ensuite. Et puis ces attaques de déstabilisation, c'est pas rien économiquement, parce que la plupart des entreprises, quand elles sont attaquées, elles cessent leurs activités pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Ça a un coût évidemment pour l'économie d'une nation. Et ce type d'attaque, est en inflation évidente. C'est rendu d'autant plus facile que ce sont des groupes de hackers qui ont des capacités, qui ont fabriqué des banques de centaines de milliers de bots. Vous savez, ce qu'on appelle ces robots Internet. Vous appuyez sur un bouton et ils peuvent saturer un site Internet extrêmement rapidement. La menace est intégrée, mais elle n'est pas forcément de la bonne manière, dans la mesure où on voit que les entreprises françaises ont toutes énormément investi pour protéger leur site et leurs opérations, mais on continue à penser un peu en termes de on va bloquer. Or, on ne bloquera pas. Il n'y a pas la protection à 100% n'existe pas. Ce qui nous manque peut-être, ce que disent beaucoup d'experts, c'est une culture de la résilience, c'est-à-dire non seulement essayer de bloquer les attaques, mais comme on sait qu'on ne pourra pas, s'organiser pour pouvoir permettre la permanence de l'activité quand une attaque survient. Et là, il y a encore énormément de travail à faire, notamment de formation des employés dans les entreprises. Oui, qui sont parfois à la source, qui vont cliquer sur un lien qui a été envoyé par mail. La fatigue, le stress, vous cliquez sur quelque chose, c'est pas encore totalement rentré dans les mœurs, dans le monde de l'entreprise. Depuis dimanche, l'Iran est secoué par des manifestations contre la vie chère, d'abord à Téhéran, puis dans les universités à travers le pays. Le pays qui a été mis à l'arrêt par les autorités officiellement pour faire des économies d'énergie. Alors on est encore loin des manifestations de fin 2022 après la mort de Mahsa Amini, arrêtée parce que son voile n'était pas bien mis. Est-ce que c'est symptomatique d'un régime tout de même en difficulté aujourd'hui ? Anne de Guigné. Oui, les manifestations sont impressionnantes. Elles concernent aujourd'hui une quarantaine de villes. Donc évidemment, en effet, on ne peut pas dire que le régime va tomber demain, mais très clairement, il est en difficulté. Les Américains ont qualifié de courageux les opposants, ce qui est dans le langage diplomatique signifie qu'ils les soutiennent. Reste à savoir comment matériellement ils vont les soutenir, au-delà de comment ils les soutiennent déjà ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans les manifestations revient un nom
très fortement, le nom du fils du Shah, Reza Pahlavi. Donc ce qui donne peut-être une forme d'espoir pour un éventuel après le régime des mollahs. Parce qu'évidemment, une manifestation, elle peut déboucher sur quelque chose politiquement s'il y a un plan derrière. Et jusqu'à présent, c'est ce qui mentait à toutes ces manifestations en Iran. Il y a des grandes manifestations, mais toutes les oppositions étant été laminées depuis 50 ans, vous voyez pas tellement sur quoi cela pouvait déboucher. Et là, Srek revient, et c'est très fortement son nom. Le nom, donc, c'est il est aux États-Unis, le fils de l'ancien Shah. Et c'est sûr que la monarchie en Iran, elle a 2500 ans, donc c'est quand même très imprégné dans l'imaginaire collectif. Je dis pas on va avoir une monarchie constitutionnelle demain en Iran, mais peut-être, en tout cas, on voit se dessiner éventuellement un futur pour l'Iran, avec évidemment beaucoup d'aléas d'ici là, notamment ce que vont faire les Russes. Il y a déjà des cargos russes qui sont arrivés en Iran, donc on sait, a priori, ça doit être des armes peut-être. Les Chinois vont-ils se mêler de l'affaire? Donc l'affaire est pas du tout gagnée pour un changement de régime. Mais le régime est en difficulté. Il se passe quelque chose, Géraldine Messner. Oui, il se passe clairement quelque chose. Il y a une nouveauté par rapport aux grandes manifestations de 2022. Il faut quand même rappeler qu'elles ont été réprimées dans le sang. La répression s'est abattue avec une violence inouïe depuis 2 ans. On a battu tous les records d'exécution l'an dernier en Iran, plus de 1500. Et pourtant, vous avez cette jeunesse qui, très courageusement, continue à aller dans les rues. Il y a plusieurs éléments. La moyenne d'âge, elle est 32 ans. C'est très, très jeune. Et cette jeunesse-là, elle maîtrise à la perfection les moyens de contourner cette dictature. C'est-à-dire, très technophiles. Ils sont très éduqués, très technophiles. Ils communiquent via des messageries cryptées. Ils arrivent à organiser des manifestations courtes, ponctuelles. Ils les médiatisent. Tout ça est en lien avec la diaspora. C'est intéressant. La nouveauté, comme le disait Anne, c'est que jusqu'à présent, vous aviez une opposition qui était très fragmentée entre les tenants d'un retour à cette monarchie constitutionnelle, l'opposition nationaliste, il y avait tout un tas de groupes, et là, on voit quand même qu'il y a une certaine unité derrière cette solution du fils du Shah, pas parce qu'on y adhère, mais peut-être parce qu'on réalise que ça peut être une solution transitoire avant l'organisation d'élections. Enfin voilà, ça peut être une solution transitoire en cas de chute du régime. Ce régime est en plus très fragilisé depuis la guerre des 12 jours. Enfin, tous ces proscrits, le Hezbollah, le Hamas ont perdu. La guerre des 12 jours, elle a quand même décimer toute une partie de l'état-major, et il y a quand même une fenêtre, le pouvoir est clairement fragilisé. Donc, est-ce que il y aura par ailleurs, mais ça, moi, je connais pas suffisamment le sujet pour être, mais des dissensions internes au sein même du pouvoir, ce qui est aussi une possibilité. Donc, aujourd'hui, oui, la situation est très critique pour le régime des mollahs. Donc le sujet, il n'est pas seulement économique, c'est pas seulement l'effet des sanctions. Ça pourrait pousser le régime à aller négocier sur le nucléaire pour avoir un allègement des sanctions et donc moins d'inflation et donc une population qui se calmerait. Non, tout à fait. Évidemment, il y a beaucoup d'inflation, 40% environ. Une misère noire. 80% des familles iraniennes vivent sous le seuil de pauvreté. Mais le sujet n'est évidemment pas qu'économique. Et d'ailleurs, j'ai regardé un peu ce matin les messages, les tweets, pour revenir en France de nos chers députés LFI. Là, il n'y a que des tweets pour dire les pauvres Iraniens, la vie chère. Et quand même, je voulais vous partager. Là, j'ai vu un tweet qui était quand même incroyable du député Adrien Clouet qui parle des mollahs néolibéraux. Le problème, évidemment, c'est le néolibéralisme en Iran. On l'avait pas tous bien compris. Ah non, c'est fou. Ah là, franchement, mais il y a toujours eu cette complaisance. Il faut le faire, les mollahs néolibéraux. Bon, écoutez, ça a été écrit. C'est là qu'on se rappelle que c'est depuis la France en 79 que l'ayatollah Khomeini a préparé sa révolution. Vous savez, en 79, il recevait toute la gauche française dans son salon, qui voyait en lui une nouvelle figure, un peu le Che Guevara à Kéfier. Mais le drame, c'est que le régime est devenu néolibéral depuis. C'est pour ça que la vie est chère. C'est ahurissant. Comme quoi, il a donc changé ce régime. Alors partons aux États-Unis, à New York, où depuis
hier, la ville de naissance de Donald Trump est dirigée par un anti-Trump, le démocrate Zoran Mamdani. Qu'est-ce que ça nous dit des États-Unis? Qu'il y a encore une opposition au président américain, Géraldine Wasmer? Alors oui, et puis une opposition sacrément vive, hein, Mamdani. C'est intéressant parce que c'est bourré de symboles. Il a prêté serment dans cette très ancienne station de métro qui date de l'ouverture, désaffectée à minuit. Il a prêté serment sur le Coran, un exemplaire, je crois, qui a appartenu à sa grand-mère. Mais surtout, alors ça nourrit bien sûr toutes les polémiques. C'est celle qui lui a fait prêter serment est une procureure qui est une ennemie personnelle de Donald Trump. Donc il y a tout ce message, d'alternative à Trump en tout cas, qui est porté par les électeurs qui l'ont élu. Ce qui est intéressant, ça va être surtout le programme socialiste, vraiment socialiste qu'il a porté, et dont on voit par contre assez mal comment il va le mettre en œuvre. Il a fait des promesses assez dingues. Hein. Ah oui, le gel des loyers notamment. Le gel des loyers. Alors le gel des loyers, c'est encore très intéressant parce que il a flatté une clientèle pour être élu. Faut bien voir que New York, en gros, les 2/3 des logements sont en locatif et la moitié de ces logements sont à loyer encadré, on va dire encadré. Alors évidemment, ça a contribué à la crise du logement. En réalité, ça fait exploser les loyers des autres, sauf que ça pénalise des nouveaux arrivants qui, par définition, ne votent pas à New York. Donc, quand il promet de durcir encore ce système, il s'est acheté une clientèle. Maintenant, avec comment il va le financer, on n'a aucune réponse. Il a promis des crèches gratuites pour tous. Pareil, on ne sait pas. La gratuité des bus. Enfin, il a fait énormément de promesses. Et maintenant, il va falloir qu'il les tienne. Et justement, ces promesses, vous l'avez dit, il se présente lui-même comme un socialiste dans un pays où c'est associé à l'extrême gauche. C'est pas du tout comme chez nous. Alors, comment expliquer qu'il soit élu à New York alors qu'il n'aurait absolument aucune chance dans une autre ville? C'est vraiment, ça dit aussi quelque chose de très intéressant. On parle beaucoup évidemment de la polarisation des États-Unis, mais qu'il y a une dimension géographique entre les grandes villes et le reste du pays. Et ce qui rend évidemment compliqué, et d'ailleurs le sujet qui se retrouve dans beaucoup de pays occidentaux, hein, en Angleterre, Londres est aussi différent du reste du pays. On va voir ce qui va se passer à Paris. Mais pour revenir aux États-Unis, l'union nationale est évidemment mise à mal parce que quand vous avez entre Washington et les grandes villes une telle dissonance de programme, c'est compliqué c'est compliqué d'embarquer tout le pays. Et par ailleurs, en effet, ce que dit le programme du nouveau maire de New York aussi, dit quelque chose aussi des dissensions des démocrates, qui se voient beaucoup en ce moment pour les midterms, parce que les démocrates, la majorité des démocrates ont voté avec les républicains récemment une résolution pour condamner le socialisme, pour dire qu'il faudra jamais que les États-Unis s'engagent dans cette voie et souligner tous les méfaits du socialisme. Donc, et on va voir les démocrates qui vont-ils désigner. Justement, il y a des combats en ce moment très forts dans le parti entre modérés et la frange plus radicale, la frange Bernie Sanders, pour savoir qui vont nommer pour les midterms. C'est pas gagné, il y a des combats partout. Oui. Vous avez d'autres grandes villes qui ont été aussi comme Seattle, vous avez aussi quelqu'un de très radical, Katie Wilson, qui a été élu. Donc on voit bien toutes les dissensions se répercutent. Non, mais des dissensions, mais je pense que quand vous disiez pourquoi il a été élu, ne sous-estimez pas ce poids du logement, hein, parce que en gros, il y a 30% des ménages new-yorkais qui sont concernés, auxquels il a promis de geler leur loyer. Enfin, on s'achète des électorats comme ça. Le risque, c'est d'avoir beaucoup de déceptions parce que là, pour le coup, à peu près tous les experts s'accordent à dire que ça va aggraver la crise du logement plus que ça ne la résoudra. C'est aussi pour ça que Donald Trump, vous avez vu, il est pas si violent avec Mamdani. Il l'a reçu à la Maison Blanche. Tout ça a été très aimable. C'était assez cordial. Parce que il s'est laissé traiter de fasciste par Mamdani à côté de lui. Beaucoup dans le camp républicain anticipent un échec annoncé finalement de ces politiques qui va renforcer en réalité les républicains. Et ça encourage aussi les divisions au sein du Parti démocrate. Allez, c'est le début de l'année, l'heure des résolutions. On en a parlé dans la revue de presse. Le janvier sort.
octobre, le Dry January comme on dit. Est-ce que vous avez déjà essayé toutes les deux? Alors moi, Géraldine Wössner, oui, moi j'ai essayé il y a il y a 4 ou 5 ans. Et ben en fait, c'était très intéressant parce que j'ai essayé, j'ai appris des choses sur moi-même. C'est-à-dire peut-être parce que nous, on est journalistes, on vit à Paris, donc janvier, c'est la période des vœux. On est invité à des vœux tout le temps, quasi tous les jours. Hein. Alors il y a de l'alcool, bien sûr, à ces vœux. Et j'ai réalisé que, par exemple, les 15 premiers jours, j'aurais bu énormément en réalité, sans même m'en apercevoir si j'avais pas fait ce mois-là. Donc j'ai tenu le mois. C'était intéressant. J'ai trouvé l'initiative positive dans le sens où, alors c'est pas forcément que je me suis sentie mieux, mais parce que je suis pas une alcoolique en règle générale, mais ça aidait typiquement de dire aux gens qui vous proposent un verre, ah non, je fais Dry January, personne ne vous disait, vous n'aviez pas de réflexion, etc. Ça vous aide à prendre conscience quand même de votre consommation habituelle, qui peut être excessive. Et puis bon, libre à chacun d'en faire l'usage qu'il souhaite. Bien sûr, c'est pas une obligation, Anne de Guigné. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi en fait, là, je voyais ressurgir hier tous les articles dont nous parlait Augustin à la revue de presse sur le Dry January, et ça m'a fait penser, j'ai lu pendant les vacances un livre très intéressant sur l'économie de l'inattention de deux économistes, Françoise Benamou et Maya Bakash. Je vais pas le dire son nom, mais bon, voilà. Deux économistes. Je ne l'ai pas sous les yeux. Voilà. Et donc, elle parle notamment, il y a tout un chapitre sur justement toutes ces politiques pour inciter il y a cette idée évidemment que l'homme n'est pas le parfait homo economicus qu'on a bien voulu décrire au 19e siècle par des économistes libéraux, et qu'en permanence on favorise le présent, donc le verre de la soirée au moyen terme, à l'avenir, au fait d'avoir une bonne santé et de pas trop boire. Et donc mais elle mettait un peu en cause, et ça m'a fait penser à ça, cette espèce de paternalisme libéral qui et moi je trouve que là il n'y a pas une seule définition du bien-être. Évidemment, moins boire c'est mieux, et que chacun doit être responsable de faire ses choix. Et voilà, donc cette espèce de douce paternalisme, mais assez désagréable. Merci Géraldine Wössner, rédactrice en chef au Point, et Anne de Guigné, journaliste au Figaro. Merci d'avoir été avec nous dans Esprit Libre ce matin. Il est 8h57. Dans un instant, la météo.